Bonjour et bienvenue dans ce thème 3 du programme de AGGSP de Terminale, Histoire et Mémoire. Axe 1, Histoire et Mémoire des conflits. Dans un premier temps, nous allons voir les causes de la Première Guerre mondiale, un débat historique et ses implications politiques. Alors, comment évolue le débat sur les causes de la Première Guerre mondiale et quels sont les enjeux politiques qu'il soulève? Dans un premier temps, voyons la période de l'entre-deux-guerres, 1918-1939, dans lequel on observe un rejet de la faute sur l'ennemi concernant les causes de la Première Guerre mondiale. Dans le contexte de la préparation du traité de Versailles au printemps 1919, l'Allemagne tente de convaincre les Alliés qu'elle n'est pas la seule responsable de la guerre, en missionnant une commission d'Allemands indépendants, composée de 4 historiens, qui plaident pour une responsabilité partagée dans le déclenchement du conflit. C'est le document que vous pouvez voir devant vous. Ces historiens rédigent un rapport qu'ils vont adresser à Georges Clemenceau, président du Conseil français, afin d'atténuer les sanctions prévues contre l'Allemagne dans le traité de Versailles. Malgré cela, l'article 231 du traité de Versailles, qui s'appelle clause de la culpabilité de la guerre, impute à l'Allemagne la seule responsabilité de la guerre et de ses dégâts humains et matériels, ce qui permet à la France notamment d'exiger des réparations de guerre à l'Allemagne. Pour répondre aux arguments des Allemands, qui nient la responsabilité allemande dans le déclenchement de la guerre, le gouvernement français fait appel à l'historien Pierre Renouvin pour examiner les causes de la guerre. Celui-ci, dans Les origines immédiates de la guerre, publié en 1925, affirme que la responsabilité incombe principalement aux empires centraux, donc Allemagne et Autriche-Hongrie, ainsi qu'à l'agressivité russe et à la passivité des Français. Par la suite, l'historien français Jules Isaac, dans un débat historique, le problème des origines de la guerre, publié en 1933, écrit, entre guillemets, qu'il faut consentir au partage inégal des responsabilités. Donc il nuance l'analyse de Pierre Renouvin. Et en effet, cette analyse de Jules Isaac s'inscrit dans une logique de pacifisme des années 1930 et de la réconciliation franco-allemande voulue par la France, alors que l'Allemagne est en train de basculer dans le nazisme. Côté allemand, dès la signature du traité de Versailles, qui est très mal vécu et qualifié de diktat, entre guillemets, se développe l'idée que l'Allemagne est victime de la vengeance des Alliés et que les torts sont partagés dans le déclenchement de la guerre, notamment du fait que l'Allemagne aurait été encerclée et menacée. Cette idée est largement reprise par la propagande nazie, comme vous pouvez le voir sur le document de propagande à droite, qui dénonce l'injustice du traité de Versailles. Après 1945, les travaux historiques en Allemagne se concentrent essentiellement sur la Seconde Guerre mondiale, et ce n'est qu'en 1961 que la question des responsabilités dans la guerre est relancée en Allemagne. C'est ce qu'on va voir dans une deuxième partie. Donc effectivement, en 1961, la thèse de l'historien allemand Fritz Fischer, qu'il développe dans Les buts de guerre de l'Allemagne impériale, 1914-1918, marque une rupture et déclenche une vive controverse, donc un ensemble de débats. En effet, contrairement à la pensée jusqu'alors majoritaire en Allemagne, donc sur la responsabilité partagée, et alors que la plupart des historiens s'accordent sur cette idée de responsabilité partagée, Fischer relance l'idée que c'est l'attitude impérialiste allemande qui est à l'origine du conflit. Cette thèse déplaît fortement aux autorités de la RFA, à l'époque, dans la République fédérale d'Allemagne, qui coupe les subventions à l'historien. Et ça va même aller plus loin, puisque Fischer va voir son voyage aux États-Unis pour présenter ses travaux annulé en 1964, ce qui va provoquer une mini-crise diplomatique entre l'Allemagne et les États-Unis, et la mobilisation des historiens américains qui soutiennent en fait Fischer. En 2013, l'historien australien Christopher Clark publie Les somnambules été 1914, comment l'Europe a marché vers la guerre.
Et dans cet ouvrage, Clark va réévaluer à la hausse la responsabilité des pays de l'entente. Donc l'entente, c'est l'alliance entre la France, le Royaume-Uni, la Russie et la Serbie. Et donc il va réévaluer la responsabilité de ces pays dans le déclenchement de la guerre. Et ainsi, il va relativiser la responsabilité des puissances centrales, donc Allemagne et Autriche. Donc Christopher Clark va réhabiliter la théorie des responsabilités partagées, remise en cause par Fischer, mais il va aussi considérer que la Serbie a joué un rôle déterminant dans le déclenchement de la guerre, parce que pour lui, l'attentat de Sarajevo, donc du 28 juin 1914, c'est le résultat de la politique agressive de la Serbie et de sa politique expansionniste, visant à construire une grande Serbie, donc une politique nationaliste agressive. Pour terminer sur les ouvrages allemands notamment, en 2014, Gerd Krumeich défend à nouveau la thèse des responsabilités allemandes et autrichiennes dans son ouvrage Le feu aux poudres, qui a déclenché la guerre en 1914. On voit bien, donc à travers ces différents exemples, que le travail des historiens se poursuit, même si aujourd'hui la plupart reconnaissent les causes multiples du déclenchement de la guerre, ainsi que les responsabilités partagées. En France et en Allemagne, la Première Guerre mondiale est mobilisée pour construire une mémoire commune autour des valeurs européennes et pacifistes. C'est ce qu'on va voir dans une troisième partie, avec notamment les commémorations de la Grande Guerre. Donc la mémoire collective autour de la Grande Guerre se présente de manière différente selon les pays. Alors, on garde toujours cet historien allemand, Gerd Krumeich, qui dit que pour l'Allemagne, je cite, « Elle ne joue aucun rôle dans notre identité individuelle et collective, car les événements de la Seconde Guerre mondiale ont largement pris le dessus, en fait, en Allemagne. » Donc pour lui, au contraire, cette guerre n'occupe finalement que peu de place dans la mémoire allemande actuelle. Au contraire, elle occupe une place importante aux États-Unis, en France et dans les pays du Commonwealth ayant participé au combat, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada en particulier. Prenons la France. Donc en France, le travail mémoriel est intense dès la fin de la guerre, avec l'édification de milliers de monuments aux morts qui deviennent des lieux de mémoire lors des cérémonies annuelles. À partir du 11 novembre 1920, la France rend hommage à un soldat inconnu inhumé au pied de l'Arc de Triomphe à Paris. À la suite de la France, une trentaine de pays commémorent leurs combattants à travers un symbole identique: l'Angleterre, l'Italie, la Grèce, le Canada, les États-Unis, la Pologne, la Serbie, etc. Autre lieu de mémoire, les 265 nécropoles nationales accueillent les corps des soldats morts pour la France et entretiennent cette mémoire collective, valorisant le courage et le sacrifice des soldats pour la liberté. Avec, on peut prendre deux exemples à retenir, Notre-Dame de Lorette dans le nord ou Douaumont près de Verdun dans l'est. Enfin, il faut noter que la mémoire de cette guerre est aussi utilisée à des fins politiques. En effet, elle est largement mobilisée dans le cadre du rapprochement franco-allemand et de la construction européenne, projet rejetant la guerre au profit de la coopération. Ainsi, en 1984, François Mitterrand et le chancelier allemand Helmut Kohl, comme vous pouvez le voir sur cette photographie, se recueillent en se tenant la main devant l'ossuaire de Douaumont. Les commémorations du centenaire de la guerre de 2014 à 2018 sont également l'occasion pour de nombreuses manifestations de ce type. D'un point de vue des relations internationales, la mémoire de la Grande Guerre peut également avoir des implications politiques. Par exemple, la France reconnaît dès 2001 l'existence du génocide des Arméniens de 1915, ce qui provoque une crise diplomatique avec la Turquie. Le 11 novembre 2018, lors de la commémoration du centenaire de l'armistice de 1918, la France reçoit une importante délégation de responsables du monde entier. Mais le président de la Serbie est mécontent de sa place secondaire dans la tribune d'honneur, derrière la chancelière allemande et le président turc. Et il rappelle que son pays a perdu 1,2 million d'hommes dans le conflit. On le voit bien, la mémoire de ce conflit reste donc source de tension. Pour conclure dans cette première étude, on peut dire que l'étude de la Première Guerre mondiale montre que les débats de nature historique
ont souvent des implications politiques. Nous voyons aussi que la recherche historique, par les débats publics qu'elle provoque, permet progressivement la construction d'un récit collectif le plus objectif possible des événements passés et de dépasser les conflits liés aux mémoires opposées. Si ce travail semble largement abouti dans le cadre de la Première Guerre mondiale, il n'en est pas de même sur un autre conflit majeur de l'histoire récente française, la guerre d'Algérie.